Bonjour Ernest. Bonjour Dominique. Et tout d'abord, bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Nous sommes au mois de janvier. Bonne année, bonne santé à Voilà, tous. Oui, bien sûr, oui. Alors, on est de retour dans l'église de Malancourt. Nous avons fait la crypte dernièrement et là, on va faire autre chose et je te laisse le soin de présenter. Voilà, la crypte, c'était notre première émission. Aujourd'hui, on va traiter l'église de Malancourt et bien sûr, on a fait appel à M. Jean Tessaro qui connaît le mieux cet endroit. Monsieur Tessaro, deuxième épisode ici à Malancourt, et donc je vais vous laisser exposer donc, les éléments de l'Église qui sont intéressants à raconter, et on va commencer, je crois, par la croix. Alors, bienvenue à Malancourt, Monsieur Varnier. Je suis content que vous vous intéressiez à notre église, à l'église de Malancourt-la-Montagne, parce que finalement, pour beaucoup d'habitants d'Amnéville, peu de personnes connaissent cette crypte, mais surtout cette église de Malancourt. Lorsque, en 1992, nous avons commencé la restauration de la crypte, ces travaux ont duré plus de 2 ans, même 3-4 ans. Et à la suite de cela, nous avons décidé avec l'abbé Georges Briot d'apporter des améliorations dans cette église. Donc, toutes les statues qu'il y a ici dans cette église, on les connaissait, mais certaines, pas du tout. Notamment le Christ en croix qui est dans notre dos. Ce Christ en croix se trouvait dans l'ancienne sacristie, dans un sac en jute. Et l'abbé Briot, un jour, à la sortie de ce sac de jute, et on a emmené cette croix, ce Christ en croix, également d'autres statues en bois polychrome, nous avons emmené à Vesoul, dans un atelier qui travaille pour le Louvre, un atelier de restauration qui travaille pour le Louvre. Et lorsque nous avons déballé cette croix, nous l'avons montrée là-bas à Vesoul, dans cet atelier de restaurateur, tout de suite, on nous a dit, oh là là, voilà une croix du XIVe, voire même une croix du XVe, voire même une croix du XIVe siècle. Alors, à notre grande surprise, je leur ai dit, mais comment vous pouvez, comme ça, de but en blanc, vous, parce que dire que c'est du XVe, voire même du XIVe, parce qu'il n'y avait aucune indication écrite sur cette croix qui permettait de définir l'époque. Et tout de suite, le restaurateur nous a dit, nous, on détermine l'époque à la forme de la couronne d'épines qui est sur la tête du Christ. À cette époque-là, voilà pourquoi on peut dire que cette croix, c'est une croix du XVe, voire même du XIVe, à la forme de la couronne d'épines qui est sur la tête du Christ. Cette croix, lorsque nous l'avons emmenée à Vesoul, était peinte tout en gris. Et là-bas, à Vesoul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décapé cette couche de peinture grise, et là, ils ont retrouvé la polychromie d'origine. La polychromie d'origine. Cette polychromie d'origine, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Eh bien, ils l'ont refixée, parce qu'il y en a certains morceaux qui partent en lambeaux, et ils nous l'ont désinfectée, et ils nous ont garanti, par ce travail qu'ils ont effectué à Vesoul, ils nous l'ont garanti une 30aine d'années. Donc, 1994-95, nous l'avons emmené à Vesoul. Donc, dans 30 ans, en 2025, je pense que le conseil de fabrique de Malancourt, fera la même opération que nous avons faite en 1992-93, à peu près, et l'emmèneront à Vesoul de nouveau pour la restaurer. La restaurer encore une fois. Voilà. Mais quoi qu'ici, en l'église, elle ne pâtit pas de l'humidité. Alors, cette croix que vous voyez là, nous avons obtenu des subventions, bien sûr, par la municipalité, par le conseil général à l'époque, oui. On a obtenu une subvention pour la restauration. Et lorsqu'il a fallu la mettre en place à l'église, eh bien, c'est le service du conseil général, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, qui est venu sur place, et c'est eux qui nous ont obligés de déplacer, enfin pas de déplacer la croix, de la mettre plus en évidence, ne jamais la coller contre un mur. Une croix en bois polychrome ne doit jamais être collée contre un mur. Il faut toujours qu'il y ait un vide entre le mur et la croix pour éviter que l'humidité se mette, et là la croix serait abîmée, en bois polychrome. Voilà. Donc voilà pourquoi vous la voyez décalée un petit peu du mur. Mais c'est vrai que lorsqu'on pénètre dans cette église, on voit cette croix qui se détache du mur, c'est plus beau. C'est beau.
Alors, moi, j'ai une question concernant cette croix, parce que on sait qu'au niveau de l'histoire, l'église de Malancourt ainsi que la crypte datent depuis très longtemps, depuis le IIIe siècle. Mais cette croix qui date du XIVe, donc, elle serait restée où? Elle n'était pas dans la crypte, elle a été trouvée. Alors ça, on ne sait pas exactement. Il faut savoir qu'ici à Malancourt, donc la crypte a été construite dans l'époque 900, l'époque carolingienne, disons, et elle a servi de lieu de culte jusqu'en 1300. Et en 1300, au-dessus de cette crypte, une première église de Malancourt, qui elle-même a servi de lieu de culte jusqu'en 1600. En 1600, on construit une deuxième église, qui elle-même va servir de lieu de culte, et c'est à la Révolution française que tout a été détruit dans l'église. Enfin, du moins abandonné et rendu à bien seul. Alors on pense que cette croix est venue ici à Malancourt dans l'époque de la première construction de l'église. Et lorsque l'église ici a été reconstruite en 1838, puisqu'on a sur la clé de voûte en haut, il y a la date de reconstruction de cette église, on pense que cette croix a été décrochée, elle a été mise au placard, comme on dit. Je me souviens, moi, ici, qu'à la place de cette croix-là, avant, il y avait ici une très, très grande croix en bois qui a été enlevée à la suite d'autres travaux de restauration. Et cette croix est partie à une époque, je crois, à l'église de Sivange. Très bien. Nous allons passer maintenant au rétable, donc, qui se trouve également derrière nous, et on va prendre position devant cette sculpture. Lorsque les travaux de restauration de cette église ont commencé, en premier lieu, on devait donc, et cela c'est à la suite de Vatican II, ce qui veut dire qu'à la suite de Vatican II, les prêtres ne célèbrent plus la messe dos aux fidèles. Ils sont face aux fidèles. Donc ici, avant l'emplacement de ce rétable, il y avait ici un autel en pierre de Jaumont, très imposant. À la suite de Vatican II, cet autel en pierre a été démonté et mis dans un autre endroit à Malancourt. Et nous avons mis en place ce retable, qui est d'une grande valeur, une très grande valeur. Alors ce retable-là, avant d'être ici dans le cœur de l'église, se trouvait dans l'ancienne sacristie, dans la sacristie, mais avant d'être dans la sacristie, ce retable-là se trouvait dans l'ancien cimetière. Et le prêtre, l'abbé Aymère, qui a découvert la crypte en 1911, eh bien lui, l'abbé Aymère, dans les années 30, lui voulait vendre le retable qui se trouvait dans le cimetière à un antiquaire. Pourquoi il voulait le vendre? Tout simplement, il voulait, avec cet argent, la vente de ce retable, eh bien, il voulait meubler la sacristie. Bien sûr, pour vendre un bien religieux de cette importance, il a fallu qu'il demande autorisation d'abord à son conseil de fabrique, qui lui a donné raison de le vendre, puisque pratiquement ce que le curé disait, c'était du pain béni, comme on dit, on l'écoutait. Malheureusement, ou heureusement, ils ont fait la demande à l'évêché, de l'évêché, ça part à Rome, et de Rome revient en place la notice, un bien religieux de cette importance ne doit pas être vendu, et ni même ne doit pas retourner dans des mains impies. Alors là, le prêtre, d'une main rageuse, je m'incline à la décision de mes supérieurs. Voilà. Ce qui fait que ce retable-là, ce prêtre-là a quand même eu la bonne idée de l'enlever de l'ancien cimetière et de le mettre dans la sacristie. Alors ce retable-là, il est unique en Lorraine. Il n'y en a pas un deuxième comme ça. Il est unique en Lorraine. Il y en a un semblant dans une église à Richemont, mais les personnages sont, ils sont posés dessus. Nous, sinon, les personnages sont sculptés dans la masse. D'où la difficulté pour le sculpteur. Si on fait attention, regardez, jusqu'ici, les personnages sont pratiquement tous à la même hauteur, et vous voyez, ici, ils sont plus petits. Si on fait attention. Donc, vous voyez, là, il y a peut-être eu, pas un deuxième sculpteur qui est venu derrière, mais je pense que le sculpteur a peut-être loupé un personnage, il a été obligé de les recommencer, voilà pourquoi il est comme ça. Donc ça, c'est un retable tout en pierre de Jaumont. Ici, nous, on n'a qu'à creuser 50 cm et puis on trouve de la pierre jaune, la pierre de Jaumont. Voilà. Eh bien, maintenant, on va passer à une autre étape dans cette église de Malancourt. Merci, Jean Tessarot, pour cette explication.
Voilà, à présent nous sommes devant la statue de Saint Juvin. Donc on sait que Saint Juvin est un saint qui est protecteur des animaux, des céréales, enfin du monde rural. Et il y a un doute sur disons, le fait de l'existence même de ce Saint Juvin ici à Malancourt. Alors dites-nous-en un peu plus. Alors, ce Saint Juvin ici à Malancourt a toujours été ici dans cette église de Malancourt. Toujours été. Lorsqu'en 1838, on a reconstruit l'église telle que vous l'avez vue, on l'a également rehaussée de 1 mètre à 1 mètre 20. Et par le biais là, cette crypte a été comblée de gravats. Et dans ces gravats, il y avait la statue de ce Saint Juvin et la statue de ce Saint Sébastien. Ce qui fait que comment cette statue est arrivée à Malancourt, ça, nous l'ignorons complètement. Complètement. Donc cette statue a été nettoyée comme il faut. Ce qui fait que sur cette statue, on voit un personnage que nous appelons, nous ici, Saint Juvin, qui est le protecteur des animaux de ferme, protecteur des animaux. Alors, la légende, c'est une légende de ce Saint Juvin. Dans la forêt ardennaise, à la limite de la Meurthe-et-Moselle et des Ardennes, il y a un village qui s'appelle Saint-Juvin. Et je suis à l'époque allé voir ce village de Saint-Juvin, un village qui fait à peu près une centaine d'habitants, à peu près. Mais alors, ils ont une église imposante, hein. Quelque chose d'énorme comme église pour un petit village comme ça. Et dans cette église, il y a ce fameux Saint-Juvin, le même que celui-ci, seulement pas en pierre, bien sûr, mais il représente la même chose. Alors, l'histoire de Saint-Juvin que l'on raconte là-bas, Saint-Juvin, dans cette forêt ardennaise, était un gardien de cochons dans la forêt ardennaise. Et au cours d'une de ses gardes, une vierge tout habillée de blanc lui est apparue. Saint-Juvin, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il fait le signe de croix, et cette vierge, elle disparaît. De la frousse qu'il a eue. Il rentre à la maison, il raconte cette histoire à ses amis, il dit, mais je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, il raconte, en faisant le signe de croix, cette vierge, elle a disparu. Et c'est là que ses amis lui ont dit, mais Juvin, si cette vierge, en faisant le signe de croix, elle a disparu, c'était le diable qui venait te tenter. Or, comme tu as résisté à la tentation, mais tu es un saint, et tu seras le saint gardien des cochons. Alors, le culte ici à Malancourt de ce Saint Juvin, gardien des cochons, eh bien, on voit très bien ici. Alors, sur cette statue, on voit très bien un personnage ici. Alors, Saint Juvin, dans la chronologie des saints, il n'existe plus. On ne le trouve à nulle part. On ne le trouve plus à nulle part. On voit très bien une statue ici, où on voit ici ce personnage qui a une mitre sur la tête, qui est assis sur une chaise qu'on appelle une cathèdre. Ça peut être un évêque. Un saint, je ne sais pas. Mais vous avez maintenant une autre particularité, saint gardien des cochons, où on voit très bien ici une truie avec les petits, la truie qui est en train d'allaiter ses petits. Ici, vous avez sur le côté un mâle, le verra, et vous avez ici cette pique. C'est avec cette pique qui permettait de faire avancer les cochons. Alors ici, le lieu de culte ici à Malancourt, ça, moi je l'ai connu de 47, j'étais enfant de chœur avec ce prêtre, l'abbé Emer, de 47 jusqu'à 53. Et le lieu de culte ici, c'est que à l'issue de la messe qui était célébrée le premier dimanche du mois de juin, eh bien à l'issue de la messe, tous les habitants des environs, les paysans, disons, hein, le mot, quand je dis mot paysan, ce n'est pas un mot, je ne vais pas galvauder le mot de paysan, hein. Tous les paysans des alentours, surtout ceux de Malancourt, étaient réunis autour de l'église, et à l'issue de la messe, du haut des escaliers, vous êtes monté tout à l'heure, et bien du haut des escaliers, le prêtre bénissait les cochons, les marchands de cochons, les chevaux, les cochons, tout ce qui était animal, il les bénissait. Ça, je me souviens de 47, j'étais enfant de cœur, jusqu'à 53. Ça, je m'en souviens très bien. Voilà un peu le culte qu'il y avait de ce Saint Juvin. En 1955, arrive à Malancourt un nouveau prêtre, l'abbé Peifer, qui, devant tout cela, lui, il a tout supprimé, et puis hop, on n'en parle plus, terminé, et les gens n'ont pas protesté. Une particularité sur cette statue de Saint Juvin, à Metz, le musée de Metz, un jour, est venu à Malancourt dans les années, je ne pourrais pas vous dire exactement l'année qu'il est venu, et ils sont venus chercher cette statue pour faire une exposition au musée de la Cour d'Or à Metz. Parce qu'ils cherchaient des statues qui sortent de l'ordinaire, parce que ce n'est pas courant de trouver un Saint-Juvin dans notre région. Donc ils ont pris cette statue et ils l'ont exposée pendant plus de 3 mois au musée de la Cour d'Or. Et là, bien sûr, lorsqu'il a fallu restituer cette statue à Malancourt,
Le musée de la Cour d'Or a dit, écoutez, si vous voulez bien, on vous donne une copie, on prend l'original et on vous fait une copie de ces statues. Alors ici à Malancourt, ils ont eu quelque chose de formidable. Ils ont dit, écoutez, vous gardez votre copie et nous on garde l'original. Voilà, c'est pour ça qu'on peut vous montrer, ça fait partie de notre patrimoine, ça. Hein. Voilà pourquoi un peu, heureusement qu'elle n'est pas partie à Metz. Gardons notre patrimoine. Gardons le patrimoine. Voilà, ça c'est l'histoire de Saint-Juvin, et maintenant on va passer sur une autre particularité de l'église de Malancourt. Voilà. Donc la dernière étape pour cet épisode présent, c'est la Vierge donc, de l'église de Malancourt. Alors, cette Vierge a toute une histoire ici à Malancourt. Elle n'appartenait pas à l'église de Malancourt. Elle se trouvait dans une maison contiguë à l'église, qui appartenait à la maison à M. Ernest Tessaro. Cette statue se trouvait donc, lorsque cette famille Tessaro-Ernest a acheté cette maison, eh bien, dans cette maison, dans une chambre, se trouvait cette statue. De cette chambre, ils l'ont descendue et ils l'ont mis dans leur salle à manger, d'époque. En 1944, lorsque les Américains sont arrivés à Malancourt, le 9 septembre 1944, pour délivrer Malancourt, eh bien, les Américains se sont intéressés à cette statue. Ils sont venus la regarder, ils l'ont visitée et tout ça, parce qu'ils voulaient la prendre. Et puis finalement, ils se sont décidés de la laisser sur place. Ils ne l'ont pas pris, les Américains, 1944. Et lorsque nous avons fait les travaux de restauration ici dans cette église, la famille Tessaro-Ernest, sa fille, a décidé que cette statue pourrait être mise en place ici dans cette église. Donc elle a fait un don de cette statue à l'église de Malancourt. Ce qui fait que sur cette statue, elle est un peu particulière, cette statue, puisqu'on la voit peinte en 3 couleurs. Elle est peinte en bleu, blanc, rouge. Période révolutionnaire. Alors pourquoi on appelle cela une Vierge républicaine? Au dos de la statue, il y a une inscription FP, qui veut dire frère prêcheur, hein, les 2 initiales frère prêcheur, Jean Mado, 1792. Alors Jean Mado, qui était Jean Mado? Nous savons que c'était un prêtre qui était en demeure à Bronvaux. Ce prêtre, au moment de la Révolution française, lui, de la frousse de la Révolution française, est allé se réfugier à Metz, dans le couvent des frères prêcheurs, de la rue aux Ours. Et là, les révolutionnaires sont allés le chercher et ils lui ont mis sur le marché. Soit il prête allégeance à la République, ou alors on lui coupe la tête. C'est ce que les révolutionnaires faisaient à l'époque-là. Tout ce qui était religieux, ils leur coupaient la tête. On sait que ce prêtre a prêté allégeance à la République, et nous supposons que ce prêtre a peint volontairement ces statues en bleu, blanc, rouge, pour éviter que les révolutionnaires ne la saccagent, lui coupent la tête. Voilà ce que les révolutionnaires faisaient. Ça, c'est prouvé dans des écrits de l'époque de la Révolution française, que les révolutionnaires coupaient les têtes à tire-larigot, comme on dit. Voilà. Donc, cette statue en bleu, blanc, rouge. Alors, cette statue aussi, lorsque nous l'avons emmenée à Vesoul avec le Christ en croix, la statue et la statue de Saint-Roch, pour la restauration, là, pareil, à Vesoul, ils nous l'ont simplement désinfectée, restaurée et mise en place. C'est tout ce qu'ils nous ont fait. Voilà. Donc, cette statue maintenant a une symbolique ici sur Malancourt. On sait que c'est donc la famille Tessaro-Ernest, par le biais de sa fille, Lucie Gallinati, qui nous a offert cette statue républicaine à Malancourt. Ce n'est pas courant de trouver dans une église une statue, une Vierge républicaine. Voilà. Donc, on est conscient que sur Malancourt, on a des vestiges historiques et d'un patrimoine fabuleux, et on aura encore d'autres émissions à faire pour pouvoir vous raconter tout cela. Le clin d'œil qu'on va faire à présent, c'est un clin d'œil religieux que l'on va faire à la Sainte Vierge, c'est-à-dire un Ave Maria. Ah, ça c'est je suis très content d'entendre cela dans cette église. L'Ave Maria, ça va de soi. Voilà. Merci.